Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. En France, nous vivons une époque paradoxale. Bah oui, voyez-vous, il faut économiser l'électricité et acheter des voitures électriques. Il faut travailler plus de 70 ans et on n'a plus le droit de conduire à partir de 70 ans. Alors comment on appelle ça? Eh bien, on appelle ça une clownocratie, tout simplement. Bonsoir à vous, bienvenue. La France Libre, ça démarre immédiatement. La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec Bruno, avec Philippe, Jean-Pierre qui va certainement arriver. Et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Ça y est, c'est plus le printemps, c'est carrément l'été. En tout cas, absolument, ça brille. Ça brille. Donc on s'est mis en couleur claire, tout va bien. Donc c'est formidable, on est très contents. On va pouvoir démarrer cette session-là, donc en parlant un peu d'actualité, si vous voulez bien. Monsieur Trump, toujours lui, puisque c'est lui en international qui tient le haut du pavé, comme on dit, en tout cas qui est dans l'actualité. Qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Trump? Il enlève le soutien à l'initiative Gavi. Vous vous souvenez ce que c'était que l'initiative Gavi? C'est Monsieur Gates, Bill Gates, qui est à l'origine de tout ça et qui voulait vacciner un peu tout le monde, et en particulier les enfants, je crois. Et donc il enlève cette initiative, il retire son soutien. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était Monsieur Biden qui avait donné son soutien, en l'occurrence, et ce soutien, évidemment, Monsieur Gates en faisait un double emploi, premièrement financier, bien entendu, et puis deuxièmement de notoriété positive, quoi. C'était vraiment bien de faire ça pour soigner les gens, ou pour tout simplement éviter qu'il y ait une surpopulation, car il y a au sein de nos populations des gens qui croient que ça serait urgent et important de diminuer la population sur cette planète. Eh bien, ça tombe bien, c'était l'initiative de Gavi. Eh bien, le soutien vient d'être retiré à Monsieur Gates par Monsieur Trump. Donc voilà. Et puis, il voulait vacciner un enfant sur deux dans le monde. Voilà. Et donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le même Monsieur Trump, décidément, lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, il dit, on va décréter le vote quantique. C'est pas on va, c'est il a décrété le vote quantique. C'est quand même étonnant. Il y a plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire. Ne serait-ce que le mot quantique, certaines personnes, à mon avis assez nombreuses, n'ont même jamais entendu l'expression. Qu'est-ce qu'un vote quantique et qu'est-ce qui est quantique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, on va pas rentrer là-dedans ce soir, mais simplement, ça sert à quoi? Un vote quantique, ça sert à rendre une élection, en particulier, infalsifiable, juste infalsifiable. Et là, évidemment, les fraudeurs se grattent la tête jusqu'à la prochaine fois. On est complètement d'accord. C'est-à-dire que rien n'est éternellement infalsifiable. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, avec le quantique, il va falloir mettre d'énormes moyens pour devenir falsifiable si un jour ça doit arriver, quoi. Donc, ça nous laisse du temps. En fait, ce qu'on gagne, c'est toujours du temps pour faire évoluer une civilisation. On a besoin de temps de paix en particulier. Et là, cette paix, on l'aura avec les votes quantiques, puisqu'il n'y aura plus de contestation de ces votes. Alors voilà, ça c'est un changement très très important. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Si vous avez des choses à nous montrer, par exemple, Sylvain. Non, il n'y a pas d'actualité en image pour ce vendredi. Oui. Alors Philippe, je vais prendre la suite de ce que tu dis. Je vais, tout en saluant Jean-Pierre qui vient de nous rejoindre, je vais reparler encore de Donald Trump parce que, comme tout le monde le sait maintenant, eh bien, il a donné un grand coup à la mondialisation en disant « je vais protéger mon pays en établissant des barrières douanières ». Et donc, tout le monde crie en Europe, mais limite, je dirais que c'est normal. Et c'est à nous, Français, de faire ce qu'il faut, comme nous l'avons déjà préconisé depuis très longtemps dans notre programme du Conseil national de transition français canal historique, eh bien, de protéger notre territoire des concurrences déloyales pour que nos agriculteurs et nos industries puissent enfin respirer et se redévelopper comme ça aurait dû l'être depuis 40 ans, alors que les politiciens depuis 40 ans n'ont rien fait pour ça. Donc voilà, encore un exemple de quelque chose que nous avions déjà prévu au niveau de notre programme, même si certains disent que ce sont des barrières douanières trop exagérées, trop élevées. À nous de le faire, mais d'une manière intelligente, en fonction des produits qu'on va recevoir de l'étranger et en fonction de l'origine de ces produits. Voilà. Alors surtout que dans le corollaire de ce que tu dis, il y a l'idée que les plus grandes barrières douanières et les plus onéreuses pour nous Français ou pour les Européens, c'est justement les barrières intracommunautaires.
C'est-à-dire que c'est des barrières à l'intérieur de la communauté européenne de Bruxelles que les coûts le coût des barrières douanières sont les plus importants, la fiscalité est la plus importante. Donc c'est déjà, il faudrait balayer devant notre porte avant de reprocher à Monsieur Trump d'avoir mis des barrières plus hautes pour les Chinois, c'est pas chez nous les Chinois, d'avoir mis quelques pays européens à l'amende, et notamment il a mis surtout dans le droit chemin Madame Meloni qui croyait s'être fait copine avec ce monsieur. Il est évident qu'elle s'est fait leurrer si elle a cru ça, même si nous aussi on l'a cru à un moment donné, on a cru qu'elle jouait bien, et effectivement elle jouait bien, mais ça n'a pas suffi. Donc elle va quand même être taxée au même titre que les autres pays. Oui. Attention Philippe, parce qu'on vient d'apprendre que Giorgia Meloni, elle est maligne, parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vient de baisser, voire de supprimer les droits de douane sur les produits américains. Donc Trump va forcément lui faire un cadeau. Oui, donc on est d'accord. C'est ce que nous on aurait dû faire. Alors c'est un jeu subtil, c'est un jeu de copinage. De toute manière, c'est un jeu un peu idiot parce que quand on arrive au bout de cette logique, ce sont ceux qui ont le plus de pépettes après avoir perdu tout le reste qui vont gagner. C'est comme au jeu de Monopoly. Il va rester que 10 euros sur la table, mais ils seront pour le plus riche d'entre nous. Et tous les autres seront rincés. En toute proportion gardée, c'est un petit peu ça avec les taxes douanières, quoi. Voilà. C'est un jeu idiot. C'est un jeu d'influence. Voilà. Alors, en tout cas, c'est pas avec notre président actuel qu'on va pouvoir espérer quelque chose, parce qu'il suffit de lire ce livre, et là, je vous conseille de le lire, je viens de le terminer, Devenir Brigitte, soi-disant, je dirais, parce qu'en fait, en réalité, c'est la presse de l'État profond qui dit que c'est une enquête complètement bidon. Eh bien, je n'ai jamais vu une enquête journalistique aussi précise, aussi claire et aussi sourcée. Et c'est une véritable bombe, ce qui est écrit là-dedans. Donc, je vous conseille de l'acheter. Il est déjà numéro 1 des ventes, déjà depuis longtemps, sur Amazon et sur d'autres sites. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire, parce qu'on découvre ce que c'est vraiment que l'État profond et toutes les magouilles de nos oligarques politiciens qui se cachent pas de faire dans notre dos ce qu'ils nous conseillent à nous de ne jamais faire. À la grande différence de l'État profond, la France de façon démocratique, la France en mode démocratique, volume numéro 2, puisque c'est la deuxième fois que nous allons entamer ce sujet. Oui, alors effectivement, sans transition avec l'intervention de Bruno, moi il y a un mot sur lequel j'aimerais revenir, c'est la notion de représentant. Sachant qu'on ne parle pas des mêmes dans un cas, selon qu'on est dans un cas ou qu'on est dans l'autre. Le premier cas, c'est le représentant de la République, tout simplement. Et puis, il y a, en qualité de représentant dans la République ou de la République, nous avons soit les députés, soit les maires. On va parler des députés. On pourra parler des maires un petit peu après. Les députés républicains. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose d'hyper important, ces représentants républicains. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, on a vécu six républiques. On a vécu une révolution française, plus une deuxième européenne en 1848, plus la guerre civile de 1870. On a vécu pas mal de petites choses quand même. Tout ça pour continuer de parler de république versus une solution royale. Et puis en 1870, on se souvient que c'est monsieur Adolphe Thiers qui a préféré pousser les royalistes qui étaient en tête de la Chambre. Ils avaient l'avantage un peu partout. Et pour recommencer la suite de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe, etc. Continuer la royauté en France. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et c'est pas du fait des révolutionnaires de 1870 qui étaient tous en train de se faire coller au poteau à ce même moment. Hein. Donc c'est pas eux qui sont à l'origine de ça. C'est bien Monsieur Thiers qui a préconisé la République en faisant une démonstration assez brillante à tous ceux qui étaient pro-royalistes, bien sûr, et qui avaient la majorité dans la Chambre à l'époque. Et il leur a démontré qu'il valait bien mieux être dans une république que d'être dans une royauté, parce que les royautés, on l'avait essuyé plusieurs fois, et à chaque fois, ce sont des émeutes, et à chaque fois, ça se passe pas bien. Et à chaque fois, c'est la bourgeoisie qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages, alors que la noblesse n'a que des coups à prendre. Grosso modo, c'était le sens du dialogue. Et donc, il s'est passé que, contre toute attente, la République, en 1870, a été proclamée. Voilà. Alors, on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? Que
les représentants républicains, donc on va les appeler les représentants ou tout simplement les députés, hein, et ils confisquent aujourd'hui la totalité de la souveraineté des citoyens à leur unique profit, pendant une durée assez longue, celle du mandat, et en plus, ils sont rééligibles. Alors que faudrait-il pour que ce soit un tout petit peu démocratique? Déjà, il faudrait qu'ils ne soient pas rééligibles. Alors moi, on va comparer avec la représentation démocratique. On compare deux systèmes avec un mot qui dit la même chose, hein, en tout cas officiellement. Le représentant démocratique, il est mandaté par le hasard pour se substituer aux citoyens à l'occasion d'un vote unique. Il ne représente pas un autre ou les autres, mais seulement lui-même en tant qu'émanant du peuple. Il est représentatif, c'est-à-dire légitime, parce que tiré au sort depuis un échantillon très large et non discriminant dans la mesure où la base du tirage au sort inclut tous les citoyens, sans distinction d'origine sociale, ce qui n'est pas le cas de la représentation républicaine, où on s'aperçoit que sur 577 députés aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de fils d'ouvriers. Hein. Il y avait monsieur, comment s'appelle-t-il, du Sud-Ouest, que tout le monde aime bien, j'oublie son nom, qui a été gilet jaune aussi, monsieur Lagarde, un nom comme ça, je ne sais plus son nom. Jean Lassalle. Jean Lassalle, oui, dans les Alors, Pyrénées. Merci de alors, m'aider. Philippe, Tout à fait. Oui. Philippe, je voudrais ajouter à ce que tu dis que à partir du moment où les gens sont tirés au sort, certains vont nous dire oui, mais c'est toujours l'argument des oligarques. Hein. Ils vont dire oui, mais alors vous allez avoir des gens qui connaissent rien du tout à la politique, qui vont être tirés au hasard, etc. Eh bien non, parce que nous, le tirage au sort, il se fera à partir de listes de volontaires et de volontaires qui devront respecter une certaine, je dirais une certaine éthique, un certain nombre de règles, ne pas se laisser influencer par des lobbies, un mandat qui va être court, qui va être d'une durée limitée, pour ne pas justement donner prise à la corruption, et puis surtout rester totalement honnête vis-à-vis de ce qu'on va faire, c'est-à-dire contrôle aussi des dépenses qui vont être faites. Il n'y aura pas de possibilité de détourner de l'argent ou de faire quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui va être, c'est une démocratie, je dirais, c'est une structure, mais qui est avec un certain cadre. Et ce cadre, il est fait justement pour éviter qu'il y ait des dérives telles qu'elles existent encore dans la République. Oui, tout à fait. Et je vais juste compléter merci pour cette intervention. Juste compléter ma pensée en disant que les citoyens dans la démocratie, il y a la notion d'échantillonnage qui intervient. J'ai expliqué à l'instant que tous les députés aujourd'hui républicains, hein, sont globalement d'une classe sociale, d'une certaine classe sociale, pour ne pas dire d'une classe sociale certaine, hein, sans faire de mauvaises blagues. Jean Lassalle est un contre-exemple de ça et l'emblème de l'homme du peuple, etc. Mais il est tout seul. Et il y a très peu d'alternatives. Et toutes je crois qu'il y a 9 partis en tout qui sont représentés dans l'hémicycle. Ces 9 partis, grosso modo, aujourd'hui, avec la technologie, l'ingénierie sociale, si je puis dire, qu'a employé Monsieur Macron pour faire en sorte que tout le monde se regarde en se disant, toi t'es contre moi dans telle circonstance, mais je serai avec toi dans telle autre. Autrement dit, il n'y a plus de rigidité, il n'y a plus de cloisonnement réel entre les partis, et qu'on a affaire à des gens qui négocient en permanence, parce que c'est l'air du temps, parce que ça a été fait comme ça, parce qu'ils y trouvent sûrement un intérêt. Et l'intérêt en République, ça porte un nom, ça se dérive bien souvent, malheureusement, c'est comme ça. C'est comment dirais-je, les gens sont totalement payés pour faire ce qu'ils font, tout simplement. Hein. C'est la corruption. Voilà le mot que je cherchais. C'est la corruption qui est consubstantielle au principe de la République. Comme le disait déjà à l'époque d'ailleurs Robespierre, hein, qui n'en voulait pas, hein, qui ne voulait pas de la République pour ce fait-là. Il disait mais c'est la porte ouverte à la corruption. Ben, il n'avait pas tort. Et aujourd'hui, je pense que ces 5 républiques qui viennent de passer, quand on part du principe que c'est Monsieur Thiers, qui est un homme de la haute société, qui a mis en place cette république, on ne peut pas imaginer que c'était dans l'intérêt du peuple. C'est pas logique, ça n'a pas de sens, ça ne fait pas de sens. Donc aujourd'hui, on est obligé de constater les choses et de se rendre compte que, la corruption, elle bat son plein. Alors que quand on est dans la démocratie, eh bien, le tirage au sort que tu évoquais tout à l'heure, Bruno, il a aussi la vertu d'évacuer toute notion de corruption, puisque c'est techniquement pas possible de suivre quelqu'un qui n'a qu'un mandat,
pour un temps donné, et pour un temps donné, pour un nombre de fois unique, c'est-à-dire il aura qu'un seul mandat, ce monsieur ou cette dame, et ça sera pour une durée qui va être d'1 an ou de 6 mois, ça dépend des cas. Donc voilà. Donc là, c'est difficile d'établir une mécanique de séduction, un lobbyisme comme on le connaît aujourd'hui. Hein, c'est le mot qui est à la mode et qui a prévalu, qui prévaut toujours. Le lobbying n'aura plus son droit ne passera plus. Alors imaginons hein, que des grands pharmaciens veuillent orienter les lois de telle et telle façon, de façon à ce que leurs produits non seulement soient vendus, mais qu'en plus, si jamais il y a des accidents, c'est pas eux les responsables. Eh bien ça marchera plus. Ça. Il y aura plus ce genre d'entente avec la démocratie. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et puis reparler rapidement, je termine avec l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est la base du tirage au sort. Donc dans le cadre de la démocratie, c'est l'ensemble de la population qui est tirée au sort. Alors évidemment, ils sont compte tenu des équilibres que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que le grand nombre et le petit nombre cohabitent certes, mais c'est le petit nombre qui, à ce jour, gouverne le grand nombre. Eh bien demain, avec la démocratie, mécaniquement, je dirais arithmétiquement, ça va être beaucoup de gens du grand nombre qui vont également participer à la gouvernance. Oui, Bruno, je t'écoute. Oui, et puis Philippe, je voulais juste rajouter à ce que tu dis, et ça tombe bien ce que tu viens de dire, parce que je vais exactement aller dans ce sens-là. C'est que beaucoup de gens, depuis 2 ou 3 siècles, ont gardé dans la tête l'esprit républicain. C'est-à-dire qu'ils considèrent, comme dans un parti politique, qu'il faut qu'il y ait toujours un chef. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui dirige. Ils veulent toujours un homme providentiel. Alors que c'est le contraire de la démocratie. Dans la démocratie, chacun donne ses opinions et chacun participe et chacun a la même valeur. Et ça, on le rencontre même dans la résistance. Il y a un certain nombre de groupes qui existent dans la résistance, de gens qui veulent développer un certain nombre de choses pour aller vers la démocratie, mais quelquefois, ils font l'erreur de redéterminer une personne, un homme providentiel qui dirige le groupe. Et on retombe dans un esprit républicain alors que c'est totalement l'inverse de ce qu'il faut faire réellement. Oui, à chaque fois qu'il y a un chef, ça se passe pas bien. Ni chef, ni maître. Disons que cette démocratie, elle a pour vertu de mettre en avant que parmi les plus humbles d'entre nous, il y a des richesses de l'âme, du cœur et du cerveau, enfin de l'intellect. Et que c'est pas parce qu'on est roi qu'on est intelligent, et que c'est pas parce qu'on est dans le caniveau qu'on est idiot, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui rétablit cet équilibre? C'est ce fameux hasard et cette fameuse loi des grands nombres qui dit que mathématiquement, arithmétiquement, on va forcément trouver l'équilibre naturel des choses. Ce que la nature fait très bien par elle-même, d'ailleurs, cet équilibre, eh bien, il va se retrouver dans la logique démocratique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Philippe, justement, quand tu parles de la nature, c'est vrai que dans la nature, tout fonctionne pratiquement démocratiquement. Quand tu vois les animaux dans un écosystème, tout est lié, tout est équilibré, comme les cellules d'un corps humain, qui font partie d'un ensemble qui fonctionne harmonieusement. Et c'est la même chose. Donc, si on s'inspire de la nature, eh bien, on aura un système de gouvernance pour les humains qui sera aussi respectueux de chaque cellule qui est chaque individu, finalement, chaque cellule du groupe, chaque cellule de la société qui est un individu, et chaque individu apporte du bien aux autres. Et c'est comme ça que la démocratie doit fonctionner. Ça va même plus loin que la nature, Bruno. C'est l'univers qui est régi par la démocratie. Oui, l'univers, la nature, c'est un peu la même chose. Hein. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, ce philosophe et ce physicien grec qui dit que l'univers est composé de vibrations, Musique et de démocratie. Ouais. On l'a déjà dit, mais c'est bien de le rappeler ici. Et on comprend mieux ce que veut dire démocratie, c'est-à-dire que les choix sont interactifs, peut-être même quantiques, un terme qu'on a employé tout à l'heure. C'est-à-dire que des objets ou des êtres vivants, peu importe, qui sont à des distances phénoménales, sont capables de penser et ressentir la même chose au même moment. Voilà. Alors, en voyant le fonctionnement actuel de l'humanité, Pierre Vassiliou l'a dit clairement, je suis remonté dans mon engin interplanétaire et je n'aurais jamais pu remis les pieds sur la Terre. Alors oui, il a dit ça notamment.
Il a dit ça, et puis il a dit également, qui sait quoi faire, c'est le coiffeur. Hein. Il faut aussi penser aux petits, et tout le monde a des choses à dire. Mais il faudra quand même replacer un petit peu les choses, hein, parce que cette chanson c'est au départ une petite samba qui est vraiment excellentissime. Allez, on va laisser la parole à Jean-Pierre. Merci. Alors, j'espère qu'il reviendra hein, quand il y aura la démocratie, justement. Espérons, ouais. Je vais vous parler de mode au féminin ou au masculin. Le mode démocratique, c'est un mode de fonctionnement. Et la mode. Alors, la mode, elle est liée à ce que certains vont appeler le troisième cerveau, c'est-à-dire notre capacité d'imitation qui est un potentiel d'apprentissage phénoménal, à condition d'avoir des exemples devant soi qui soient cohérents, bien sûr. Alors la mode, ça met du temps à être créé. Alors il y a des professionnels hein, qui vivent de ça et qui créent n'importe quelle mode pourvu qu'ils gagnent de l'argent. Et puis, moi, il m'est arrivé dans ma vie, puisque je me fiche un peu de la vie des autres, ça peut me blesser, mais j'ai d'autres critères d'importance que la vie de quelqu'un d'autre dans ma vie. Et donc, j'ai commencé à attacher mes cheveux dans le cou. Et au bout de 10 ans, tout le monde attachait ses cheveux dans le cou. Après, j'ai attaché les cheveux en haut parce que c'est le seul endroit où on peut s'allonger sans abîmer le chignon. Et au bout de 10 ans, à nouveau. Alors, mais le temps s'accélère. Maintenant, il va pas falloir 10 ans. Il faut, ça suppose que chacun vive comme c'est dans son cœur. Et que, à la force de le vivre, les gens vont prendre exemple. Et ça s'appelle la mode. Donc, pratiquons la démocratie en famille, au boulot, dans la rue. Moi, ça m'arrive très souvent de rencontrer des gens, de parler avec eux, et on fait un cercle de parole avec une plume. C'est très amusant, à l'unanimité plus sain. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, ben, on continue de faire tourner la plume. Et donc, ça va devenir une mode. Ça va devenir un mode de fonctionnement communément admis. Je vous remercie d'avoir entendu que la démocratie, ça commence ici et maintenant avec soi-même d'abord. On se pose la question de savoir les besoins prioritaires et on les fait passer en premier. Et puis avec les autres. Et alors c'est très amusant avec une plume. Hein. Je vous invite vraiment à ramasser une plume dans la rue et à faire tourner la plume. Merci. Alors Jean-Pierre, je voulais répondre à ce que tu viens de dire aussi pour rajouter quelque chose. La plume. Voilà, je récupère la plume. C'est ce qu'on appelle les modes, c'est aussi ce que certains peuvent appeler aussi l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des scientifiques qui découvrent à différents endroits du monde en même temps la même chose sans se connaître. Il y a des idées qui sont dans l'air, comme on dit. Ou ce que disait Jung, l'inconscient collectif ou des archétypes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se répandent à un moment donné dans le monde entier et ça donne une mode. Ça donne une mode, et donc à partir du moment où la mode elle va dans le bon sens, et ben effectivement, si la démocratie devient une mode, et ben le monde entier se mettra à la démocratie. Alors le mode ou la mode ou le buzz, comme on dit maintenant sur Internet, ça part comme une bombe, alors personne ne s'y attendait. Et ça, c'est difficile effectivement d'anticiper les effets de quelque chose, ce qui prouve que la surprise est toujours au coin du bois, comme on dit, et qu'il faut s'attendre à des surprises. C'est bien. Je voudrais simplement revenir sur la notion de républicain et surtout de représentants qu'on a évoqué. On a bien compris que dans le cas des républicains, on avait un certain type de représentation, et dans le cas des démocrates, c'est un type totalement différent de représentation. Et c'est dommage que ce soit le même mot qui désigne ces deux types de représentation. Donc, il faudra au sein, enfin, nous décidons de façon tout à fait arbitraire et selon le droit qui nous est conféré, je dirais, de rebaptiser la solution démocratique, de dire que ce ne sont pas des représentants, mais que ce sont des émanants du peuple, voilà. Et ça permettra d'éviter une confusion entre des représentants de la République et des représentants de la démocratie en disant, bah, finalement, c'est les mêmes. On a rajouté un peu de gens du côté de la démocratie, mais ça fait à peu près la même chose. Ça fait pas du tout la même chose, ça n'a pas du tout les mêmes effets. Et ça n'a pas les mêmes objectifs non plus. Donc voilà, on parle de choses différentes aujourd'hui avec le même mot. Nous proposons au sein du CNTFCH d'employer un mot différent pour ce qui était la représentation et qui devient une émanation du peuple dans la démocratie. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Mais oui, Philippe, d'autant plus que dans la République, quelqu'un qui se présente aux élections, il va être élu, donc il aura un mandat de toutes les personnes qui l'ont élu. Tandis que dans la démocratie, les personnes sont tirées au sort donc parmi des volontaires, et donc ils ne sont pas représentants de qui que ce soit. Ils vont donner leur opinion, leur avis, et c'est global de toutes les personnes qui ont été tirées au sort qui va donner le résultat final. Et quand on regarde, tu parlais tout à l'heure de mathématiques,
quand on regarde ce qui se passe dans les sondages d'opinion, ils prennent un nombre suffisamment de personnes, ils donnent leur opinion et ça reflète en partie l'opinion du peuple. Je dis bien en partie parce que le problème des sondages d'opinion, c'est qu'effectivement, ils prennent des gens n'importe comment au hasard. Ce se passe sur des listes de volontaires. Et donc, les sondages d'opinion donnent une idée approximative de l'opinion du peuple, mais c'est moins performant que ce que la vraie démocratie met en place, où là, on a vraiment des gens qui sont motivés, donc qui sont des volontaires et qui vont réellement agir d'une manière concrète pour donner leur opinion et pour voter en fonction de leurs idées personnelles et sans aucune influence extérieure et sans représenter personne finalement autour d'eux. Alors, je peux me permettre, je prends la parole. Dans l'Antiquité ancienne, effectivement, la cohabitation entre les oligarques, c'est-à-dire ceux qui voulaient gouverner pour les autres, et à la place des autres et contre les autres, ou voilà, d'une part, et puis les démocrates d'autre part, ça faisait deux colonnes, et quelquefois ça vivait pas bien ensemble. Et dans certaines îles, vous aviez une moitié qui était dirigée par la démocratie et l'autre moitié par les oligarques, sous le règne de l'oligarchie, avec les règles de l'oligarchie. Alors que la démocratie, évidemment, vous vous en doutez, travaillait avec les règles de la démocratie. Donc, il y avait une cohabitation physique, et il y avait également une cohabitation morale, et puis il y avait surtout de la part des oligarques quelque chose de l'ordre de la détestation vis-à-vis de la démocratie, qui d'une part leur avait supprimé leurs privilèges, tout simplement, et d'autre part, bien pire encore, était en train, à ce moment-là, de l'histoire avec un grand H, était en train de faire la preuve qu'avec des gens qui n'avaient pas forcément une éducation extraordinaire, qui n'étaient pas forcément des dieux, eh bien, on inventait les arts, on inventait les mathématiques, on inventait une civilisation sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et ça, ils l'ont mal vécu, les oligarques. Donc, ils ont souhaité d'en venir à bout. Alors ils ont fait des guerres, ils se sont battus avec les Spartiates contre Athènes, ils se sont battus avec les Perses contre Athènes. Quand ça n'a pas suffi, ils ont répandu des pandémies. Alors tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et finalement, il a fallu attendre l'arrivée de Monsieur Philippe de Macédoine, qui était un roi grec, qui lui avait l'originalité de vouloir effectivement englober Athènes, mais qui avait aussi quand même à cœur de se battre contre les Perses, qui étaient l'ennemi principal de tous les Grecs. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est comme ça que finalement la démocratie s'est remise entre les mains de Philippe de Macédoine, puis d'Alexandre dit le Grand, à juste titre probablement, puisqu'Alexandre le Grand, plutôt que de critiquer la démocratie et reprendre les éléments des oligarques qui n'en voulaient pas, au contraire, il a diffusé des idées dans tous les pays qu'il a traversés jusqu'en Inde, et il a proposé à chaque ville de choisir entre un système oligarchique ou un système démocratique. Et évidemment, le système démocratique, par le jeu de la majorité, a toujours été retenu. Donc c'est comme ça que le monde hellénistique s'est répandu à la fois dans le bassin méditerranéen et dans le reste du monde, dont nous avons des traces un petit peu partout. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci Philippe. Prochain, oui, peut-être encore un petit mot, Bruno. Oui, excuse-moi Sylvain, je veux juste rajouter une chose, c'est que nous, au Conseil national de transition français canal historique, on a prévu qu'au niveau des tirages au sort, dans les commissions qui seront organisées, eh bien, il y aura deux collèges. Il y aura un collège qui sera des professionnels du domaine concerné, par exemple dans la santé, des professionnels de santé, et puis un collège fait de personnes qui seront des personnes issues du peuple, mais qui ne connaissent pas du tout ce genre de profession. Parce qu'on a découvert que souvent les professionnels sont encadrés par leurs études et par leur système dans leur tête. Et souvent, des personnes du peuple qui n'y connaissent rien vont avoir des bonnes idées. Et ces idées vont venir se compléter. C'est ce qui fait le cerveau collectif. Voilà. Oui, Philippe. Je ne voudrais pas qu'on termine sans que parler de ce que je voulais vous dire aussi sur la souveraineté. Quels sont les signes de la souveraineté, puisqu'on emploie ce mot pas à tort et à travers, mais souvent. Donc il est question de le redéfinir ou de le définir précisément. La souveraineté de l'individu. Dans le cas de la Grèce antique, que nous reproduirons, dont nous reproduirons les effets quand les affaires viendront, eh bien, nous avons trois choses en fait. La première chose pour chaque citoyen, c'est de participer à la vie de la cité. Participer à la vie de la cité, s'il n'a pas envie, il n'est pas citoyen. Voilà. Et deuxième chose, et c'est l'isigori.
Alors, l'isigori, c'est quoi? C'est de respecter le temps de parole de chacun à l'apnika. L'apnika, c'est l'assemblée du peuple dans la Grèce antique. Et à cet endroit-là, l'isigori, c'était le temps de parole mesuré. Et essayer d'imaginer la même chose au travers des émissions de télévision que nous vivons, que nous subissons, qu'on nous fait subir avec des gens qui se coupent la parole, qui se marchent sur les pieds, sur le ventre et tout ce qu'on peut piétiner. Donc, cette isigori, elle est la marque du respect de la parole. Et puis, l'isonomie. Alors, l'isonomie, c'est quoi? C'est les mêmes lois pour tous. Évidemment, l'isonomie, on l'avait dans la démocratie, alors qu'on ne l'avait pas du tout dans les lois oligarques, hein, puisqu'il y avait des lois pour les oligarques et puis il y avait des lois pour les autres. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, et voilà comment on définit la souveraineté du peuple. Est-ce qu'on a ces trois variables ou est-ce qu'elles sont absentes? Voilà ce que je voulais rajouter sur le sens des mots. Eh bien, il est temps pour nous de vous souhaiter un week-end quantique. Ah, vous l'avez pas vu venir celui-là? Bah oui, un week-end infalsifiable, souriant, musical, festif, empli de vibrations positives. Un vrai week-end démocratique. Vous l'avez pas vu venir non plus, hein? Allez, rendez-vous à partir de lundi avec le Conseil national de transition français, Canal historique et La France libre. Excellente soirée, excellent week-end. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également.